Je suis arrivé devant sa maison et j'ai ressenti un froid. J'ai ressenti une sorte, j'ai ressenti une sorte de frisson tout le long de ma colonne vertébrale. Ensuite, j'ai senti un courant d'air dans mon dos. Je me suis frotté les cheveux. Je me suis recoiffé. Je me suis frotté les cheveux nerveusement. Je me suis recoiffé et je me suis regardé dans la vitre teintée. J'ai poussé la porte, voir si elle était ouverte. Malheureusement, elle était fermée. Sous un caillou, sous un faux caillou, j'ai été prendre les clés. Je savais que l'un des cailloux des rangées de cailloux sur le côté, des gros cailloux, des gros blocs blancs, des gros blocs blancs. Je savais que l'un d'eux contenait les clés. J'en ai essayé plusieurs, et puis je l'ai pris. J'ai trouvé la planque à clé. J'ai trouvé la planque à clé dans tous ces blocs, dans tous ces blocs blancs, à l'intérieur desquels il y avait des plantes sauvages, des plantes étranges avec des feuilles bizarres. J'ai finalement trouvé la planque à clé, un caillou qui ressemblait énormément à tous les autres dans les rangées. Les petites lampes carrées au sol étaient allumées. Elles éclairaient l'entrée. Je suis arrivé dans la maison, et j'ai vu alors le grand fauteuil beige, et je me suis assis dessus. Je me suis assis sur le grand fauteuil beige carré. Je me suis assis sur ce grand fauteuil beige en forme de U. Il était carré, face à un autre fauteuil exactement idem. Exactement idem, exactement carré, en forme de U. Un grand fauteuil beige, avec une rallonge pour les pieds, et sur le côté, une longue rallonge sur laquelle on pouvait s'étendre et se coucher de tout son long. Il y avait un livre que j'ai ramassé. Je l'ai vu. C'était le livre que lisait ma copine. Quand je l'avais entre les mains, quand je l'avais entre les mains, je pouvais encore sentir son corps. Je pouvais imaginer son corps. Pas le sentir parce que je n'étais pas là. Mais je pouvais imaginer son corps. Son corps plongeant dans l'eau brûlante. Son corps plongeant dans de l'eau beaucoup trop chaude pour pouvoir y mettre un pied. Son corps plongé dans de l'eau bouillante, beaucoup trop chaude pour pouvoir y mettre une main, à tel point qu'on serait brûlé au 2e degré. J'ai imaginé le sang lentement, lentement, lentement de l'endroit où elle s'était de l'endroit où elle s'était coupé les veines, de l'endroit où elle s'était coupé les veines, coupé les poignets. J'imaginais son sang lentement colorer l'eau d'un rouge vif et foncé, colorant l'eau d'un rouge vif et foncé. J'imaginais en même temps son corps plongé sous la surface de l'eau, et j'imaginais ses cheveux faire des boucles, des volutes. J'imaginais ses cheveux commencer à planer à la surface de l'eau, faisant des boucles et des volutes en se mélangeant. J'imaginais son nez sous l'eau, commençant à faire des bulles d'air malgré la respiration qui, malgré elle, commençait à s'éteindre. Ses poumons se remplirent d'eau petit à petit. Petit à petit, ses poumons se remplirent d'eau. Petit à petit, j'imaginais son corps couler dans une baignoire remplie de sang. Elle m'avait laissé une lettre juste entre son livre, entre quelques pages. Je l'ai lu, il était écrit: Je sais que tu as mal. Je sais que tu souffres. Malgré tout ce qu'on a enduré tous les deux, il était préférable que je fasse ce que j'ai fait. Je sais que maintenant que j'ai fait ce que j'ai fait, je sais que tout le monde doit certainement parler de moi. Tu dois certainement avoir entendu, tu dois certainement avoir entendu ce que j'ai fait aux infos. Ce que j'ai fait, c'était pas pour toi, c'était pas pour moi, c'était pas pour ma mère. Je ne voulais pas vous faire souffrir, mais trop de souffrances accumulées, ce n'était pas possible pour moi. Il fallait que je le fasse, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis désolé de te faire souffrir, encore désolé de te faire mal, encore désolé de te faire pleurer, et encore plus désolé de te laisser seul. Je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je mette un terme, il fallait que je mette fin à ça. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, et je ne peux plus te l'expliquer malgré mon envie de te l'expliquer. Je ne peux plus te l'expliquer parce que je ne sais plus là.
Je ne suis plus là devant moi, les deux pieds au sol. Je ne suis plus là. Maintenant, la seule chose à laquelle tu dois certainement penser, c'est que mon corps est en train de nourrir la terre. Je ne suis plus là pour te l'expliquer, même si je voudrais te raconter en détail pourquoi est-ce que j'ai fait ça, même si je voudrais répondre aux innombrables questions que tu te poses certainement, même si je voudrais pouvoir être à côté de toi pour sécher tes larmes, même si je voudrais être à côté de toi pour pouvoir tout expliquer, t'expliquer pourquoi je suis parti, comme un adieu, un au revoir, un à jamais. Ce soir-là, alors que je lisais la lettre, j'ai vu une ombre dehors, près de la voiture. J'ai vu une ombre près de la voiture de ses parents, une GLE noire, une Mercedes GLE noire. J'ai vu cette ombre et je suis allé voir, en ouvrant la porte, la voiture, l'alarme s'est déclenchée. J'ai vu alors un enfant courant de l'autre côté. Courant de l'autre côté, j'ai fermé la porte. J'entendais sa voix un peu étouffée par les vitres. Il me disait: Non, non, n'aie pas peur, laisse-moi rentrer. Je lui ai ouvert, je me suis assis sur le fauteuil, j'ai commencé à pleurer. Et il m'a dit qu'il m'avait vu pleurer de l'extérieur, qu'il s'était inquiété pour moi, qu'il avait mis les mains sur la vitre et qu'il voulait rentrer pour me rassurer. Je lui ai servi un verre d'eau à la cuisine. Je connaissais cette maison par cœur. C'était celle de mon ami qui s'est tué. C'était celle de mon ami qui s'est donné à la mort, qui m'a laissé cette lettre. Je l'ai vue avec cette lettre en main. Je l'ai prise, je l'ai pliée et remis dans le livre, en lui disant: C'est personnel, désolé. Il m'a regardé et s'est excusé. Il a pris son verre. Il a dit: Je suis désolé, je t'ai vu à l'intérieur de la maison. J'étais en train de me balader dans les bois, afin de rentrer chez moi. Mais je passais toujours devant cette maison. Elle était toujours éteinte. Jusqu'à aujourd'hui où je l'ai vue allumée. Je t'ai vu à l'intérieur et je voulais rentrer pour te consoler. Mais j'ai cogné la voiture, j'ai heurté le rétroviseur et ça a déclenché l'alarme. Juste au moment où tu as ouvert la porte. Mais ne t'en fais pas. Je m'appelle Max. Au début, il a prétendu qu'il n'avait pas d'identité. C'était vrai. J'ai fouillé dans son sac pendant qu'il était sur le fauteuil et qu'il était en train de lire le livre de mon ami. Pendant qu'il était en train de lire le livre de mon ami, d'allumer la télé et de regarder un peu la maison à l'intérieur, de regarder les cadres photos, les photos de elle accrochées au mur, les photos d'elle avec ses parents, les photos d'elle avec moi, un petit peu partout. Il était en train de regarder et de traverser la maison. Il était en train de regarder dehors la vue sur la forêt noire, la vue sur la forêt dans le noir, dans l'obscurité. Je suis arrivé près de lui et je lui ai dit que c'était mon ami. Il a prétendu s'appeler Alex et pendant que je fouillais dans son sac, il n'avait rien, ni papier, ni carte de banque, ni portefeuille, ni carte d'identité, rien. Pour moi, c'était presque comme si ce garçon, c'était une Jane Doe vivante. C'était une Jane Doe vivante, presque, ce garçon. Enfin, un Jane Doe. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Tu t'appelles vraiment Max? Il m'a demandé: Pourquoi? T'as fouillé dans mon sac? Il m'a dit ça en rigolant, en inclinant la tête, en me disant: T'as fouillé dans mon sac? J'ai haussé les épaules et j'ai dit: Peut-être que oui, quand tu regardais par la fenêtre. Il n'avait pas l'air énervé, ni même envie de me cogner contre le mur et de me dire: Pourquoi t'as fouillé dans mes affaires? Il s'est assis et a dit: Je passe toujours devant cette maison, toujours, mais je n'ai jamais vu personne. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Maintenant tu m'as vu moi. Tu sais que cette maison est habitée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a dit: Si c'est pas trop demandé, restez, restez avec toi. Je pourrais t'accompagner et on s'occuperait de cette maison à deux. Sa proposition, c'est vrai, quelque part, c'est vrai que sa proposition et sa position dans cette histoire pouvaient être alléchantes. Avoir quelqu'un qui pouvait m'aider à surmonter ce deuil. Avoir quelqu'un avec qui vivre dans la maison de mon amie morte, parce que c'était trop dur de le faire tout seul. Quelque part, sa proposition était alléchante dans cette situation. Et sa position maintenant qu'il avait un pied dans l'histoire, pouvait être une bonne idée. Alors j'ai réfléchi 2 minutes. Je me suis reclus dans une chambre, je lui ai dit de patienter. Il a patienté à la bibliothèque, regardant les livres dans les grandes armoires de la bibliothèque. Il avait pris un livre que je connaissais par cœur, un livre que lisait souvent mon ami. Pas celui qui était sur le fauteuil dans lequel elle m'avait laissé cette lettre d'adieu et à jamais. Pas ce livre-là, mais un autre.
un autre qu'on avait lu tous les deux ensemble. Au lieu de lire chacun le livre à notre rythme, on l'avait lu tous les deux ensemble, chacun une page un soir, et ensuite on se faisait un résumé. On avait fait cette proposition au prof, et le prof nous avait laissé faire comme ça. Il était en train de lire ce livre, et je l'ai accompagné. J'avais dit que oui, il pouvait rester, je lui ai préparé une chambre, j'ai fait les draps, j'ai déposé les coussins. Je lui ai même libéré une armoire pour qu'il puisse mettre ses affaires. Mais une fois qu'il est rentré dans la chambre, je lui ai dit: ah ouais, c'est vrai, je t'ai libéré une armoire, mais t'as pas d'affaires. Il m'a regardé et il a dit: non, c'est vrai, j'ai pas d'affaires. Il s'est retourné vers moi et a dit: c'est pas grave, j'aurais qu'à mettre les tiennes. Je n'étais pas gêné, je n'étais pas gêné ni même angoissé, ou ni même énervé qu'il me dise ça comme ça, et qu'il s'invite complètement dans ma vie en même temps qu'il s'invite dans ma vie à tel point qu'il en voulait, à tel point qu'il me demandait de mettre mes vêtements, parce qu'il n'avait pas d'affaires avec lui. Ça ne m'a pas énervé et je lui ai simplement répondu oui, comme si la seule chose que je savais lui dire c'était oui, ou alors est-ce que tu veux quelque chose, ou alors laisse-moi tranquille 2 minutes, comme si c'était les seules choses que je voulais, que je savais lui dire, que je savais lui répondre. Eh bien, je lui ai dit oui, ok. Il est rentré dans la chambre, s'est installé, et une fois qu'il était prêt, il m'a rejoint en bas. Il a ouvert le frigo, et avec ce qu'il a vu, il m'a montré ce qu'il avait pris en main, et a dit: je te prépare à manger. Il m'a préparé à manger, on a parlé, et m'a demandé s'il pouvait en savoir plus sur la mort de mon ami. J'ai essayé d'éviter le sujet, mais finalement je lui en ai parlé.